Bonsoir Maurice. Ah, bonsoir mon cher Robert. Comment vas-tu mon cher Maurice? Je suis ravi de te retrouver. Moi ça fait un petit moment que je t'avais pas vu et je suis vraiment très heureux de te voir. Il est vrai que nous avons eu pas mal de choses à faire chacun de nos côtés. Et on a sorti chacun un épisode solo pour gagner du temps. Toi, l'excellent kiosque de Robert avec l'excellent bouquin de Bec BD que j'ai également lu et qui était très plaisant. Je doute qu'il ait répondu à notre invitation d'ailleurs. Je n'ai pas reçu de mail ni de lettre de sa part. Parce que nous l'avons invité pour parler de son bouquin. Oui, faut savoir qu'on est quand même assez assertif. On n'hésite pas à envoyer directement des messages, voire des lettres aux gens, en espérant qu'ils répondent. Oui. Et de mon côté, j'ai sorti le 2e tome du grimoire de Maurice, que j'espère que tu as écouté depuis. Ah, mais le grimoire de Maurice, foncez l'écouter, c'est une institution. On a hâte d'entendre le 3e et le 4e. Mais d'ailleurs, c'est un format qu'on pourrait faire venir, qu'on pourrait faire revenir au régime des actifs beaucoup plus souvent. Eh ben écoute, la prochaine fois, on essaiera de le rendre plus participatif. Participatif. Et alors, mon cher Robert, j'ai une excellente nouvelle à te notifier. Quel genre d'excellente nouvelle! On a retiré les taxes sur le saucisson, on a baissé la TVA sur le vin, sur l'hectolitre de vin. Qu'est-ce qui se passe là? Rien de tout cela. La bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas quitté le cercle très fermé des jeunes actifs. Et qu'in extremis, le jour avant de quitter ma boîte, j'ai trouvé un nouvel emploi. Ah, mais c'est génial ça! Et c'est où? C'est au McDonald's? Alors, je ne vais pas citer le nom de la boîte, mais sachez que je suis désormais un vil consultant. Et tu sais, le propre des consultants, c'est que ils maîtrisent, enfin, du moins, ils tentent de maîtriser des sujets que par essence, ils ne maîtrisent pas. Et ça sera tout l'objet de notre discussion de ce soir, dans notre épisode dédié au sujet du taux sans risque que je tenterai de manier en étant loin de le maîtriser. Alors, on oublie qu'on a parlé du taux sans risque et moi je préfère introduire ce sujet par un petit sketch dans lequel nous allons discuter de nos portefeuilles. Alors, ton portefeuille, comment il se porte, mon cher Maurice? Alors, moi j'ai plusieurs portefeuilles, mon cher Robert. Je les dissocie par courtier. Mais oui, dans l'ensemble, ça constitue un seul portefeuille. Mes portefeuilles se portent très bien. Portefeuille Trade Republic, il est à, je crois, 15% cette année. Mon portefeuille Box, pareil, je crois qu'il est à 10%. Mon compte Revolut, je peux te le dire tout de suite si j'arrive à... Je crois qu'il est à, pareil, il est à 16%. Peut-être un peu moins. Alors, en revanche, mon PEA, je ne te le dirai pas car c'est très triste ce qui se passe sur mon PEA. C'est une catastrophe. Alors moi j'ai tendance plutôt à regarder mon portefeuille au global en additionnant les portefeuilles. D'ailleurs vous pouvez suivre ce que je publie sur Twitter. Sur Twitter je publie pas tout, hein. Je publie en gros un de mes comptes titres plus mon PEA agrégé. Et bon je suis en positif cette année mais je suis pas très très bon par rapport aux indices. Par contre si j'ajoute tous les autres portefeuilles et que j'ajoute les Ponzi cryptographiques et autres, je suis sur une très belle plus-value cette année. Mais voilà, il y a des positions qui font la grimace, à commencer par Pernod Ricard. Hein. Ici, on est très fan de Pernod Ricard, mais bon, Pernod Ricard, c'est pas vraiment la forme. Hein. Je sais pas si vous avez suivi les derniers résultats, mais la Chine notamment plombe pas mal les résultats. Et il y a Kering qui est un peu le petit frère trisomique de LVMH, qui va pas qui va pas très bien non plus. Oui, c'est vrai. Et donc, bon, mon cher Maurice, j'en ai marre. Je passe mon temps à investir, j'attends du rendement, mais il y a tellement de risques. Risque. Qu'est-ce que le risque, mon cher Robert? N'existerait-il pas, par exemple, un actif sans risque? Ah ben alors, avant de discuter de cette notion, moi je te propose effectivement de discuter de ce qu'est le risque. Et alors, mon cher Maurice, c'est pas facile à définir. Et qu'est-ce que c'est le risque? Qu'est-ce que c'est le risque en finance? Comment est-ce que tu vois le risque, mon cher Maurice? Alors, mon cher Robert, c'est vrai que le risque, on peut l'appréhender de plusieurs façons. Tu as la façon mathématique, je pense, et ensuite la façon doigt mouillesque qu'est la nôtre.
Alors, façon mathématique, je tendrais à dire que le risque se confond un peu, en fin de compte, avec la volatilité. Et donc, risque, j'ai tendance à dire que c'est cet écart entre un objectif et l'atteinte de cet objectif. Exactement. En fait, le risque, lorsqu'on parle de finance ou d'investissement, c'est deux notions qui sont pas forcément exactement les mêmes, mais qu'on confond un peu, qui sont l'incertitude. Donc, on a un objectif, mais on n'est pas sûr qu'on atteigne cet objectif. Et il y a aussi la notion qui est un peu plus intuitive de la perte. Voilà, comme on dit souvent, tout investissement comporte des risques de perte en capital. Et ce qui induit ces incertitudes et ce qui induit ces pertes, c'est plein de types de risques. Alors parmi ces risques, toi tu parles de la volatilité. Alors la volatilité, c'est le prix qui varie beaucoup, mais on peut penser à d'autres choses. On peut penser, je sais pas, par exemple, au risque fondamental sur une entreprise. Est-ce que l'entreprise est dans un business de merde? Est-ce que elle commence à avoir ses ventes qui baissent? On peut penser au risque de défaut sur un crédit, par exemple. Ah bah, le défaut de paiement, oui, bien sûr. Ce qui est... Quand tu décortiques, je lisais ça tout à l'heure en préparant l'épisode, quand tu décortiques le taux que te propose une banque lorsqu'elle te fait un emprunt, tu as évidemment la prise en compte de tout un tas de risques qui constituent en fait le prix auquel ils vont te prêter cet argent et qui permet ainsi de le rentabiliser pour la banque. Ah, c'est très bien. D'ailleurs, on reviendra sur cette notion dans quelques minutes. Alors, parmi les autres risques qu'il peut y avoir, il y a aussi le risque légal. Novo Cette... Nordisk, Novo Nordisk. est-ce que l'Ozempic sera interdit ou pas? Mais alors, nous, on pense que c'est très bien qu'il y ait une picouse pour arrêter d'être gros, mais faut qu'on achète. Faut qu'on achète. Non, mais je pense que ça ne sera jamais interdit, car si Ozempic tient ses promesses, ce brave Gérard Larcher ne permettra pas qu'on l'interdise au Sénat. Et attends, mais tu te rends compte, si tu piques Gérard Larcher, il devient tout mince, et il a encore plus de place pour manger. Non, mais le problème de l'Ozempic, c'est que ça coupe la faim. Donc si tu piques Gérard Larcher, le budget cantine du Sénat sera tout à fait amorti. Et alors, il y a un dernier risque, enfin, quand on parle du risque légal, bon, on peut aussi penser juste au fait, je sais pas, par exemple, qu'un actif soit interdit, hein, la crypto-monnaie, par exemple, hein. Les gens qui ont investi dans le Monero et qui, du jour au lendemain, ont appris que c'était interdit de l'utiliser en Europe, Oui, ils étaient peut-être pas très contents. je lève la main. Je lève la main. Idem, idem. Et après, en fait, le risque, donc on en a cité plein, on en a cité la variation du prix, hein, qui peut nous impacter à la hausse comme à la baisse, la liquidité, etc. Mais tout ça, ça peut se quantifier. Alors, ça peut se quantifier de manière Le risque un inflationniste. peu mathématique. Ah, le risque inflationniste, effectivement. Et parmi ces risques, on peut penser par exemple à la volatilité. Donc la volatilité d'un actif, ça se mesure assez concrètement. On va prendre les taux de variation d'un produit financier sur une certaine période et on va calculer l'écart type de ces variations. Il y a le levier, par exemple sur une entreprise ou sur un particulier. Quel poids représente sa dette par rapport à ses revenus ou par rapport à ses actifs. Il y a la perte maximale. Par exemple, on dit souvent sur le Bitcoin, ben, la perte maximale au, par rapport au précédent maximum, ça peut être 70%. Et il y a aussi la note. La note, c'est, mettons, une agence Standard Poor's qui va regarder l'État français, qui va donner une note et qui va te dire, voilà, le risque que cette personne fasse des défauts, il est de temps et on va avoir une petite note qui va être entre A et F. Voilà, notation de la France qui passe de andouillette quintuple A à andouillette 2A, simplement. Tu te rends compte, c'est quand même terrible qu'on soit moins bien noté qu'une andouillette, hein. C'est vrai. Et donc, mon cher Maurice, toi, tu nous posais la question, mais est-ce qu'il est possible d'investir, de faire de l'argent sans prendre de risques? Bah, ça serait génial, non? Ça serait génial. Alors déjà, est-ce qu'il existe des façons juste de diminuer le risque, mon cher Maurice? Bah écoute, il faut peut-être
mettre quelques pépettes dans un livret A, qu'en penses-tu? Ah, mettre des pépettes dans un livret A, Est-ce que ça diminue mon risque, vu que apparemment c'est garanti? c'est garanti. Mais d'ailleurs, mon cher Maurice, prenons un livret A ou un livret d'épargne quelconque qui te promet, je sais pas, mais prenons une obligation qui te promet de te verser du 3 ou du 4% sur Oula, 5 ans. un juteux coupon de 5%. Pendant 5 ans. Eh ben écoute, ça dépend de, j'ai envie de dire, mon risque en l'état, il est quand même présent. Déjà, si l'État qui m'a prêté de l'argent c'est la Grèce et que je suis en 2008, enfin non, la crise de la dette de grecque c'était quand? C'était en 2012. Ouais, c'était ça, c'était 2010-2012, la Voilà. crise de l'euro. Et ben là, je peux peut-être avoir une petite sueur froide. Ensuite, je rajoute à cela tout simplement l'inflation, qui peut venir grignoter sur le rendement que ce juteux coupon à 5% sur je ne sais quelle durée que tu m'as donné, bah, ça sera un peu le rendement nominal, mais non pas le rendement réel si tu ajoutes l'inflation. Mais alors, oublions l'inflation. Ce qui est très intéressant avec ce coupon, c'est que, je te rappelle, je reviens quelques épisodes en arrière, on disait que le risque, c'était à la fois la perte que tu pouvais avoir et l'incertitude. Et ce qu'il y a de fantastique avec ce coupon sur 5 ans, c'est que déjà, t'as pas vraiment d'incertitude sur ton gain, parce que on te dit à l'avance que tu vas gagner, tu vas payer 100, on va te rendre 100, plus 5% chaque année sur toute la durée de vie de ton obligation. Ça, c'est déjà pas mal en termes d'incertitude. Ensuite, en termes d'incertitude qui est élevée. En plus, à côté de ça, en fonction de la personne qui te prête, bah, tu as plus ou moins confiance. Et si tu vas voir la personne en qui tu peux avoir la plus grande conscience, bah, en fait, ta perte, ton risque de perte, il peut devenir quasiment zéro. Si je prête à une immense banque qui a une corne d'abondance d'argent sans fin, c'est vrai que je suis sûr d'être remboursé. Est-ce que si je prête à Scipion l'Africain, que nous saluons au passage, quelques deniers, alors là... Alors si tu lui prêtes des livres de droit, il est possible qu'il se transforme en chichon de shit. Oui, non, anecdote, je prête à ce brave Scipion mes bouquins de droit en première année de fac, lui c'est en première et moi en deuxième, en lui disant tu me les rendras l'année prochaine, car ça valait quand même un peu d'argent. Figurez-vous qu'il les a vendus sur mon dos. Voilà, bref. Bref, je sais pas si on gardera cette anecdote au montage. Si, on la gardera. Et j'espère qu'il l'entendra et qu'il repartagera l'épisode pour nous faire de la pub et se faire pardonner. Et donc, cette banque qui aurait une corne d'abondance qui peut faire pleuvoir du fric, si jamais c'était une banque centrale, par exemple. Mettons une banque centrale américaine ou européenne. Oui, effectivement. Donc, c'est quoi? C'est la Fed? C'est la Fed ou la BCE chez nous. Ou la BCE chez nous, oui. Et en fait, là, ce qui est génial, c'est que ces banques-là prêtent de l'argent et on sait qu'à 100%, elles vont nous rendre cet argent. On sait que sur la durée sur laquelle elles ont emprunté, que ça soit 3 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, on sait exactement ce qu'on va gagner en termes d'argent sur toute la durée. Mais est-ce que tu peux emprunter de l'argent à la banque centrale, toi? Alors, on va voir, ça peut être un peu plus compliqué que ça, mais ça peut se faire via des produits financiers comme des ETF. En Europe, en général, ce qui se passe, c'est que nous, on peut pas emprunter auprès de la banque centrale directement. Mais les autres banques, oui. Mais les autres banques peuvent. Et il y a un proxy de la banque centrale qui s'appelle l'Euribor, qui permet d'avoir à peu près la rentabilité d'une obligation de la banque centrale. Et donc en fait, ce qu'on a introduit, c'est ce qu'on appelle le taux sans risque. C'est la rentabilité maximale qu'on peut avoir avec le minimum de risque. Et ce qui est très intéressant avec cette notion, c'est que c'est une notion qui nous permet du coup de relativiser tous les gains qu'on peut faire à côté par nos investissements. Petit exemple,
supposons qu'aujourd'hui, on soit en 2022, et les taux de la Banque centrale américaine sont à 5%. Et à côté de ça, on a un marché des actions qui nous promet de faire du 6% en moyenne. Les 6% risqués par rapport à des 5% sans risque, ça fait quand même réfléchir, mon cher Maurice. Ah ben oui, tu choisis directement les 5%. C'est vrai que tout dépend de l'écart entre les deux. Si tu as un 20% sur le marché des actions avec un risque, mais un pauvre 5% sans risque, là, la question est peut-être un peu plus délicate. En fait, nous, en tant qu'investisseurs, on a tous une sensibilité euh, au rendement qu'on attend et une sensibilité au risque. Et en fait, tous les grands calculs qui sont faits en finance pour mesurer les performances ou pour faire des choix d'investissement mettent sur la balance le risque et le rendement. Et en fait, ce qui est assez intéressant avec le taux sans risque, c'est que il nous permet de relativiser le risque qu'on veut prendre et la rentabilité qu'on attend. Dans les périodes où on a des taux qui vont être très élevés, en fait, ça rend tout de suite toutes les actions, ou même les autres produits financiers, beaucoup moins attractifs parce qu'on se dit, qu'est-ce que j'irais faire à prendre du risque sur les actions alors que je peux avoir beaucoup plus de rentabilité sur du taux sans risque à moindre frais. Et par contre, quand on a des taux qui sont proches de zéro, et bien là, tout de suite, les 6, voire les 10% du S&P 500, c'est sûr que c'est tout de suite beaucoup plus attirant. Oui, ça c'est le raisonnement de bon père de famille, mais il y a d'autres personnes, ils raisonnent d'une façon tout à fait différente. Ils voient la grande roulette du casino et se disent, je peux gagner au maximum 30 fois ma mise et ne perdre qu'une seule fois ma mise, donc le calcul est vite fait. Alors oui, mais en fait, ce qu'il faut regarder, c'est pas uniquement la l'issue. Il faut aussi regarder la probabilité de l'issue. Les gens qui font des choix, par exemple, de se vacciner, c'est parce qu'eux, ils vont estimer que le risque de la maladie est beaucoup plus probable que le risque du vaccin, et c'est pour ça qu'ils se vaccinent. Et c'est pareil, quand on fait un investissement, on pense pas uniquement, en tout cas quand on est un peu raisonnable, on pense pas uniquement au x2 et au x3, on pense aussi à la probabilité du x2 et du x3. Oui, d'ailleurs, probabilité du x2 et du x3 qui est s'amoindrit au fur et à mesure que le coût des marchés s'envole. Par exemple, là, je serais pas sûr de continuer à mettre des grosses sommes sur un ETF S&P au prix auquel il est en ce moment. Je sais pas ce que tu en penses. Alors c'est vrai que les marchés américains sont assez élevés et en fait on voit qu'il y a de fait un risque de valorisation, c'est-à-dire que je crois que le SP 500 a une moyenne de PER à terme qui est aux alentours des 25 ou 26, ce qui est quand même assez élevé. On est à 36 là. Alors peut-être sur le PER actuel, mais pas forcément sur le PER à terme. Oui, oui. Le PER sur les 12 mois précédents. Donc en fait le PER qui est le ratio entre la capitalisation et les bénéfices. Et moi quand je vois des entreprises par exemple comme Google qui s'échangent moins cher que le SP 500, ça me donne envie d'acheter plus du Google que le SP 500. Donc on parlait du taux sans risque dont on peut potentiellement bénéficier grâce à la BCE. BCE qui fait trois opérations auprès des banques commerciales classiques. Tu as l'opération de prêt. À l'inverse, tu as l'opération de financement où c'est plutôt l'inverse qui se passe. Et après, effectivement, tu as ces paliers entre le taux en dessous duquel tu ne peux pas avoir moins et le taux au-dessus duquel tu ne peux pas avoir plus en fonction de là où tu te positionnes dans l'équation. Ce qui techniquement donne le là pour le reste du marché, pour le reste des banques. Alors déjà plusieurs choses, effectivement, je pense que on peut dans un premier temps discuter de pourquoi est-ce qu'il y a des taux d'intérêt, pourquoi est-ce qu'ils varient, et ensuite de l'impact qu'ont ces taux d'intérêt sur déjà le marché, on en a un peu parlé, et sur le reste de l'économie. Alors mon cher Maurice, pourquoi la BCE, un jour elle a des taux à 4% et un autre jour elle a des taux à 2%? Eh ben, un jour, un Français va acheter sa baguette, elle lui coûte 1 euro.
Le lendemain, elle lui coûte 1,20 €. Et là, on se dit, mon Dieu, l'inflation est à nos portes. Et donc, le jour d'après, il rechigne à s'acheter une baguette. Ce qui fait que l'économie ralentit, parce qu'il y a moins de circulation, il y a moins d'échanges de biens et services. On peut donner l'exemple avec les voitures. Un jour, je peux emprunter une coquette somme de 10 000 € pour m'acheter la nouvelle Toyota Yaris. Le lendemain, l'inflation fait que la Toyota Yaris coûte plus cher, ou que le prêt que j'aurais pu souscrire hier est plus cher parce que les banques empruntent à des taux plus élevés. Et ben dans ce cas, je rechignerai à m'acheter ma Yaris. Et c'est là que, effectivement, la BCE intervient pour réguler ces taux et faire chuter l'inflation en permettant ainsi aux gens à l'avenir de pouvoir emprunter à des taux plus bas. Et alors, pourquoi la banque décide de te prêter à 5% alors qu'avant elle te prêtait à 3%? Et ben, parce qu'il y a plus de risques. Alors il y a plus de risques, mais aussi parce que la banque, si elle a le choix entre te prêter à 3% avec le risque sur Maurice Dujambon, le risque qu'il finisse au chômage ou qu'il devienne consultant, et que de l'autre côté, il y a la Banque centrale qui lui propose du 4% sans risque, le calcul est fait. Exactement. La question est vite répondue, comme on dit chez les jeunes. Chez les jeunes entrepreneurs. Et oui, parce qu'en fait, la Banque centrale, sa mission, c'est effectivement de lutter contre l'inflation, et donc elle va moduler les taux afin de ralentir plus ou moins l'économie, en tout cas de favoriser l'épargne, et de pas du tout favoriser la dépense à outrance et le crédit à outrance, et ça va avoir pour effet de ralentir l'économie. Alors moi, je te propose de parler dans un premier temps effectivement des effets qu'il peut y avoir sur l'économie et sur la finance, et ensuite des effets que ça peut impliquer aujourd'hui. Alors, euh, donc les premiers effets, c'est effectivement qu'il y a moins de crédits qui sont accordés, donc c'est un peu plus compliqué d'acheter sa maison. C'est actuellement ce qui se passe, hein, et ça a pour effet en fait de faire baisser le prix des maisons parce qu'il y a moins de gens qui sont en mesure de les acheter. Ça a aussi pour effet d'avoir des entreprises qui ont plus de difficultés à se financer, parce qu'il faut savoir que les entreprises, elles peuvent se financer de trois façons. Elles peuvent se financer déjà en allant voir le banquier, donc en empruntant, et c'est un peu cher, ou alors elles peuvent émettre de la dette sur les marchés financiers, et les marchés financiers vont pas leur prêter de manière gratuite, surtout s'il y a un risque. Et après, il y a aussi, bien sûr, émettre des parts en bourse, mais ça, il n'y a pas tant d'entreprises qui le font que ça. Et à côté de ça, l'autre effet qu'on va observer, ça va être un effet qui va faire baisser le prix des actions. Et alors pourquoi on fait baisser le prix des actions? Parce que si les actions sont plus risquées que le taux sans risque, pour qu'elles deviennent attractives et qu'elles attirent les investisseurs, il faut qu'elles offrent une rentabilité qui est plus alléchante. Et quoi de mieux qu'une action qui est en décote, qui est pas chère par rapport à une action chère? Entre un Lockheed Martin qui fait très peu de croissance et qui te file du 1% de dividende, et un coupon qui va t'enfiler du 5, tu vas prendre le coupon. Tandis que si le Lockheed Martin ne devient pas cher du tout et qui te propose du 7, du 8% de rentabilité, là, ça devient tout de suite un peu plus intéressant que ton coupon. Autre aspect, le levier. Quand les gens empruntent sur les marchés financiers, ils vont emprunter un taux qui est à peu près le taux sans risque. Et s'ils empruntent à du 4 ou du 5% et qu'ils peuvent pas tirer une rentabilité qui est supérieure au taux qu'ils ont emprunté, tout d'un coup, l'emprunt ne sert plus à rien. Et d'ailleurs, comment est-ce que ça se ressent? Ça se ressent sur cette notion que vous pouvez trouver sur Internet, qui est la notion du Sharpe ratio, qui est en fait le ratio entre le premium de risque d'un actif, c'est-à-dire sa rentabilité supérieure au taux sans risque, divisé par son risque. Et en fait, quand on a le taux sans risque qui augmente, ce premium de rentabilité il baisse,
Donc tous les Sharpe ratios baissent et on a beaucoup moins de levier sur les marchés. Est-ce que tu avais déjà entendu ce mot, le ratio de Sharpe, mon cher Maurice? Peut-être, mais du moins, si je l'ai entendu, je ne l'avais pas retenu. Mais tu sais, on entend souvent dire que les hedge funds, par exemple, ont une rentabilité qui est inférieure à celle du SP500. Mais le fait est que les hedge funds, souvent, ils essaient pas d'avoir une meilleure rentabilité que le SP500. Ce qu'ils essaient de faire, les hedge funds, souvent, c'est déjà de gagner de l'argent, quelles que soient les conditions de marché, qu'on soit dans un marché haussier comme baissier, et ils essaient de le faire en optimisant leur ratio de Sharpe, c'est-à-dire rentabilité du fonds moins taux sans risque, le tout divisé par le risque du fonds. Et pourquoi c'est important d'avoir un bon ratio de Sharpe? C'est parce que si tu trouves un fonds qui a un bon ratio de Sharpe, ce que tu peux faire, c'est ajouter du levier pour démultiplier la rentabilité et battre le marché en ayant un plus faible risque. Petite règle de 3 que je vous laisserai faire. Mais alors, mon cher Maurice, on a vu toutes ces personnes qui empruntent, on a des entreprises, on a des particuliers, on a des traders fous, des hedge funds. On a des boomers qui rachètent tout le parc immobilier car les taux sont à zéro. Mais il y a un dernier acteur qui achète et qui emprunte. Quel est ce dernier acteur, mon cher Maurice? C'est peut-être les États? Ah! Oui, comme l'État français, gros emprunteur. Et est-ce que tu veux nous parler de l'État français qui emprunte? Alors, on peut évidemment parler de l'État français qui emprunte, on peut également parler de l'État italien qui a emprunté pendant longtemps et qui pendant longtemps faisait peur à toute l'Europe car on pressentait qu'il allait finir sur la même trajectoire que nos amis grecs. Et finalement, c'est peut-être les amis français qui vont se prendre ce mur de la dette. Mais félicitons en tout cas toute la clique méditerranéenne d'être toujours les derniers de la classe sur ces La trucs-là. grande Narbonne. Ah ben, on apprécie. Je crois que même la Belgique a pas des taux terribles. Donc c'est vraiment un truc Non, aujourd'hui, très les, latin. les banques prêtent plus facilement aux Italiens qu'aux Français, c'est pour dire. Enfin, Aux, à aux l'État, à Italiens, je l'État, suis pas sûr. à l'État, à l'État. Alors en tout cas, plus facilement aux Portugais et aux Espagnols. Et ça c'est quand même assez rigolo. Je crois que même sur les taux à 5 ans, on est devenu plus cher et plus risqué sur les marchés que la Grèce. Pas encore au niveau des agences de notation, nonobstant. Mais bon, revenons quelques étapes en arrière. Vous savez que nos États modernes se financent de plusieurs façons. Ils se financent notamment par les impôts, les taxes. Éventuellement, ils vont faire des recettes parce qu'ils vont avoir des investissements à droite à gauche, ils possèdent quelques sociétés et ça va leur apporter de l'argent. Ils vont réussir à nouer quelques contrats. Mais ils se financent aussi à la dette. Et la dette, c'est très important pour pouvoir financer, que sais-je, des centrales nucléaires, des autoroutes, etc., des Des gros projets vaccins. d'envergure, des vaccins aussi, et une armée, par exemple. Ah, j'ai Et appris quelque chose de très rigolo tout à l'heure de la part de mon kiné, car oui, je continue de voir un kiné pour mon pauvre bras que j'ai cassé au mois de mars. Et il me disait qu'il a... Alors, il me disait qu'il avait beaucoup de clients atteints du sida. Je lui ai fait remarquer que c'était normal car il se situait dans le 3e arrondissement de Paris. Et il a confirmé d'ailleurs. Et il m'a expliqué que euh, ses clients prenaient une pastille, une pilule, à la PrEP, exactement, qui est remboursée par l'État et qu'ils prennent pour en fait diminuer le risque de transmettre ou d'être contaminé. ah mais oui, ça diminue drastiquement, effectivement, Et la apparemment, contagiosité. ça coûte une fortune. Ça coûte une fortune. Ah oui, oui, ça se compte en centaines de milliers d'euros, je crois, par personne par année, je crois, hein. Voilà, donc il faut bien pouvoir payer tout cela, n'est-ce pas? Mais oui, donc en fait, on a l'État qui s'endette, hein, qui lève des impôts. En France, il en lève particulièrement. On le ressent tous sur nos fiches de paye. Mais il utilise aussi le levier de la dette. Et pourquoi est-ce qu'on prête à l'État? Ben déjà parce qu'il en a besoin. Et ensuite parce que l'État, on est souvent à peu près sûr qu'il va rembourser. En Parce que si principe, jamais ouais.
il a des problèmes pour rembourser, ben, en général, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va juste augmenter les impôts Ou vendre les bijoux de famille. ou vendre les bijoux de famille. Ouais. Et ça pourrait être une idée. Si on pouvait vendre France Inter et Radio France, Malheureusement, je pense que ça va être plutôt la vente du château de Versailles, de la Tour Eiffel, ce genre de choses. ah ben si on vend ça à des gens compétents, vendons ça aux Américains, ils sont beaucoup plus compétents que nous pour entretenir ces trucs-là. Mais bon, on a donc l'État qui lève les impôts et qui s'endette. Et en fait, l'État est considéré comme tellement sûr qu'il peut s'endetter assez régulièrement, parce que lui, on sait qu'il va toujours être là, il a une plus grosse espérance de vie que les entreprises, il a une plus grosse espérance de vie que les individus. Et alors, qu'est-ce qu'il fait l'État? Une fois que les 10 ans sont passés et qu'il doit rembourser sa dette, eh ben, il va réemprunter la même somme qu'il doit, et il fait rouler sa dette. Il rembourse la dette avec de la dette. Il rembourse la dette avec de la dette qu'il a empruntée à quelqu'un d'autre, et il passe son temps à s'endetter à droite à gauche. Si il arrive à jongler avec des taux plus avantageux, pourquoi pas? Sinon, c'est juste repousser l'échéance. Et alors, on a fait un épisode récemment où on parlait du déficit public. On mettait en rapport les recettes publiques par rapport aux dépenses publiques et on voyait qu'il y avait... On a égrené la dépense publique. On avait trouvé des solutions incroyables pour faire diminuer la dépense publique. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème de déficit. Donc là, il ne s'agit pas du déficit public, mais il s'agit du déficit budgétaire de l'État. Donc c'est pas exactement la même chose. Ça va être en gros le déficit public, mais sans les collectivités. Ça va être vraiment au niveau de l'État, de ce qui est voté à l'Assemblée nationale. Et on a notre gouvernement qui cherche tant bien que mal à faire des économies. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consistent les économies, mon cher Maurice? Alors, on en a vu des économies, enfin des recherches d'économies, ou plutôt des hausses de recettes, j'ai envie de dire. Parce que pour l'instant, le mot économie, le mot baisse des Alors dépenses. juste, je préviens, là, on est sorti du taux sans risque et on a ouvert le café du commerce. C'est l'instant contribuable puissance 10. Puissance 10. On reviendra ensuite sur le taux sans risque, mais là, je pense qu'on a besoin un peu de se lâcher, mon cher Maurice. Je pense aussi, oui. Donc, effectivement, sonnette d'alarme avec ce déficit qui commençait à faire peur à tout le monde. Gouvernement Barnier qui veut trouver une façon d'y remédier. Et nous avons eu la commission des finances, qui est donc une commission composée de députés, censée en fait centraliser les propositions de loi, et dans lesquelles on a trouvé en fait une solution qui était partagée par les députés, qui était de augmenter le racket fiscal. Alors voilà, on disait aucunement baisser les dépenses, aucunement tailler dans le gras des retraites, aucunement rendre plus ergonomique et efficient l'État et les services publics. Que nenni, que nenni. Donc nous avons eu une hausse de la flat tax sur les dividendes et les plus-values financières passant de 30 à 33%, c'est-à-dire une hausse de 10%. Alors je crois que ça n'a pas été voté finalement. Ça a été... Ah non, ça a été rejeté. Ça a été rejeté. Le gros n'importe quoi. Mais on a frôlé la catastrophe quand même. Hein. Ouais, mais ça serait jamais passé. En fait, pour donner un peu de contexte, on a le problème d'avoir un État qui s'est endetté énormément sous le mandat d'Hollande, sous le mandat de Sarkozy, mais surtout surtout sur le mandat Macron, de Macron, oui, plus 50%. à des taux qui étaient très faibles, et donc sur lesquels on payait très peu d'intérêt. Et maintenant que les taux ont remonté, ben, qu'on veut se refinancer et qu'on veut faire rouler la dette, ben, on passe d'une dette à 1% à une dette, mettons, à 4%, et ça fait 4 fois plus à rembourser. Et d'année en année, on se retrouve avec des intérêts de la dette qui représentent une part de plus en plus importante dans la dépense publique. Et il faut trouver des façons de régler le problème. Et voilà, donc un peu un effet boule de neige, car ça s'empire d'année en année. Et le problème, c'est que si on le règle en faisant rouler la dette, ben
on reporte juste le problème à plus tard, en plus difficile. Si on essaie de faire jouer le levier fiscal, eh bien, c'est très compliqué parce qu'en France, les impôts sont déjà très élevés. On est déjà On a eu, les records du monde, donc ouais, il y a quand même eu des efforts qui ont été faits sous le mandat Macron afin de stabiliser la pression fiscale, de la diminuer sur certains aspects, hein. La flat tax, l'impôt sur les sociétés, qui étaient plutôt des bonnes mesures, mais qui se sont pas accompagnées de baisse de la dépense. Et aujourd'hui, en fait, on peut pas augmenter plus que ça sans étouffer l'économie. D'ailleurs, ça étouffe déjà l'économie, hein, tous ces impôts. et Il qui dit faudrait réussir étouffer à faire des... l'économie dit un creusement du déficit. Donc, car moins de recettes. Ben, plus il y a de déficit, plus on a besoin de s'endetter, hein, c'est mécanique, Oui, mais et on s'endette pour ce tout et qu'on disait, n'importe c'est quoi, hein. que en augmentant la pression fiscale, tu ralentis l'économie, et si tu ralentis l'économie, bah, tu fais moins de rentrées fiscales, et donc tu creuses le déficit. Et oui, parce qu'il y a plusieurs façons de ralentir l'économie. Tu peux augmenter les taux pour baisser l'inflation, ou tu peux avoir un État qui détruit tout. Alors là, c'est inflation puissance 10, hein. C'est vrai qu'on est un peu au croisement des chemins des catastrophes. Car d'un côté, tu as effectivement, genre, certes, une inflation qui baisse, mais qui est toujours là, euh, des taux qui sont quand même assez élevés. Tu as aussi les faillites en cascade qui, qui risquent de pointer leur nez parce on a ces effets pervers du Covid qui arrivent à bout de souffle avec ces entreprises qui n'auraient pas dû survivre à cette crise et qui aujourd'hui arrivent en fin de course. Il y a quoi d'autre? Il y a la hausse du chômage. Ouais, alors la hausse du chômage, ça pourrait être la conséquence d'une hausse de la fiscalité, mais supposons qu'on tombe dans une situation où on a une inflation qui est très élevée et qu'on a des taux réels qui sont négatifs. Taux réels, c'est-à-dire qu'en fait le taux sans risque est en dessous de l'inflation. C'est-à-dire que lorsque vous déposez sur votre livret A, par exemple, et que vous obtenez un taux d'intérêt, dans les faits, vous gagnez pas en pouvoir d'achat. Et supposons qu'on soit dans une phase qui soit très inflationniste, avec des taux réels qui soient négatifs, au contraire, nous, ça nous arrangerait, parce que ça permettrait à l'État de se refinancer sans avoir un poids de la dette qui serait trop élevé. Et l'inflation, ça s'accompagne en général souvent de croissance économique. Donc, il y a des gens qui veulent pas d'inflation, mais je pense qu'au contraire, un pays comme la France ou même un pays comme l'Italie, ça les arrangerait plutôt. En plus, ça permet de diminuer le poids relatif du public, ça permet de diminuer le poids des retraites si tant est que tu les revalorises pas. Et dans le privé, les salaires ont tendance plutôt à s'ajuster en suivant l'inflation. Et d'ailleurs, je pense aussi que voilà, on a ouvert l'instant contribuable, on a ouvert le café du commerce, mais aussi il faut qu'on soit un peu prudent. On a tous nos petites aigreurs. Nous, c'est particulièrement la question de la dépense publique. Et le problème qu'il peut y avoir avec ça, c'est que on peut avoir tendance à croire toutes les histoires qui vont en fait aller dans notre sens et qui vont flatter nos croyances. Et le fait est que malgré la situation budgétaire en France qui semble assez catastrophique et des députés qui semblent pas avoir pris euh, conscience de l'ampleur du problème, la dette française n'est pas encore attaquée par les marchés financiers, on s'est pas encore fait démonter par les agences de notation. Il y a quand même un peu de pessimisme sur notre pays, mais c'est pas démesuré. Donc je pense que la situation est pas forcément aussi mauvaise que ce qu'on peut penser. Et en tout cas, moi j'ai confiance dans le fait que quand on se retrouve dos au mur, les gens deviennent raisonnables et que on saura prendre des bonnes décisions. La question c'est juste c'est quand et est-ce qu'il va y avoir un gros coup d'opportunité sur la France? Est-ce qu'on va attendre trop longtemps avant de le faire? Ce qui serait franchement dommage, sachant que les décisions difficiles qu'on doit prendre aujourd'hui, c'est des décisions qu'on aurait dû prendre il y a 15 ans. Ah bah oui, il n'y a pas eu de réforme structurelle, donc forcément. Il n'y a eu que des mesurettes, que des débuts de réforme, mais rien qui puisse retourner la situation. Alors, pour les plus jeunes d'entre nous se souviendront qu'on avait un déficit public
exprimé non pas en termes de pourcentage entre les dépenses et les recettes, mais en termes de pourcentage en termes de différence entre les dépenses et les recettes rapportées au PIB, qui était de 7,5%, donc à peu près le déficit qu'on a aujourd'hui en 2024. C'était sous l'époque de Fillon, le gouvernement Fillon. Oui, Sarko. Et Sarko, ouais. Et on avait bénéficié du quantitative easing qui nous avait permis de nous sortir de cette situation. En plus, on avait un taux d'endettement par rapport au PIB qui était quand même beaucoup plus faible. Et c'était l'occasion de faire des réformes, et ces réformes n'ont pas été faites. Quantitative easing, c'est quand la BCE nous arrose de cash. Exactement. C'est quand ils mettent des taux très faibles, ce qui a pour effet de créer de l'inflation, ou en tout cas de stimuler l'économie. De l'inflation, on n'en a pas eu tant que ça en Europe. En tout cas, pas sur toutes les classes d'actifs, hein. Il y en a eu beaucoup sur l'immobilier, mais sur tous les biens de consommation, on n'a pas eu tant que ça. Mais par contre, au niveau des États, ça s'est traduit par une explosion de la dette des États, hein. On commençait par l'État français. Et mon cher Robert, qui détient cette dette française? Alors, il y a deux types d'individus qui les détiennent, et il va y avoir les gens comme nous, les Ouais, Français, quand vous avez principalement des... du fonds euro sur votre assurance vie, typiquement. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, c'est sur les assurances vie, sur tous les petits fonds Alors, d'épargne, je etc. crois que c'est quelque chose comme 40% de Ouais, la détention. et à côté de ça, il va y avoir ce qu'on appelle les pigeons. Et les pigeons, c'est les pays étrangers qui achètent nos obligations. Alors pendant très longtemps, il y avait la Russie. Alors, ce pays, il n'y a rien qui va. Alors, ils achetaient toutes nos obligations, c'était vraiment nos pigeons. Bon, aujourd'hui, on leur vend plus ça, donc c'est un peu dommage, mais il y a d'autres pigeons, il y a les Japonais notamment, qui commencent à se poser des questions sur la dette parce qu'ils en ont vendu beaucoup. Et il doit y avoir l'Arabie Saoudite et d'autres. Donc vraiment que des pays peuplés d'investisseurs d'investisseurs qui aiment le risque et pas beaucoup le rendement. Ils n'écoutaient pas l'excellent podcast du régime des actifs. Ils se sont Et précipités. ils se sont précipités, ils auraient mieux fait d'acheter des obligations américaines ou même plutôt juste des actions, hein. Le Z-coin, peut-être. Le Z-coin. Mais Ah oui, alors, parce que moi, ça me donne des idées, tu vois. Parce que on crache à longueur de journée sur nos aïeux, enfin sur nos chers boomers, qui qu'on nous, embrasse, hein. qui nous martyrisent fiscalement, en veux-tu, en voilà, que d'un côté avec les cotisations, d'un autre avec les loyers délirants, avec les APL, avec la santé qui leur bénéficie à 70%, etc., etc. Mais moi, je me dis, en fin de compte, les boomers, c'est aussi les plus gros détenteurs d'assurance vie, et donc techniquement les plus gros détenteurs de dettes. Est-ce qu'on pourrait pas effacer l'ardoise? Alors, sûrement pas auprès des créanciers à l'extérieur. Moi, je pense qu'il faut entretenir des bonnes relations avec nos pigeons. Par contre, les pigeons en interne, c'est vrai que ça démange, hein. C'est vrai que ça démange pas mal. Ça serait tentant. On récupérait ainsi un peu de cet argent que nous leur avons si gracieusement donné. Mais bon, si on sort un peu de la blague, mon cher Maurice, quelles sont les façons concrètes pour nos chers auditeurs de profiter du taux sans risque s'ils le veulent? Oula, alors là, je n'ai pas la réponse malheureusement. Mais alors, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a déjà en achetant des obligations directement. C'est pas forcément quelque chose qu'on vous conseille, hein. On est tous, les Oui, gens font pas de conseils en investissement, bien sûr. déjà, et surtout à force d'avoir traité les gens de pigeons, je pense que Non on a mais bien, on a bien compris que c'était pas la bonne chose à faire. non mais surtout en plus, on est jeune, donc on n'a pas du tout le même rapport au risque que quelqu'un Oui, qui évidemment. est à la retraite et qui veut vivre de son capital. Quand on est L'aide jeune, d'argent n'est pas mortelle à cet âge. ce qui compte déjà, c'est d'augmenter ses revenus, et donc augmenter ses revenus, ça se fait de plusieurs façons, et notamment en choisissant des cursus professionnels qui nous permettent d'augmenter nos revenus,
voire en partant à l'étranger. Je sais que parmi nos auditeurs, on a beaucoup de gens, par exemple, qui sont dans la recherche. La recherche, ça rapporte pas tant que ça en France, à moins d'être dans certaines sociétés ou de partir en finance. Parce que oui, même quand vous êtes un biologiste, un chimiste ou un matheux, vous pouvez finir à bosser en finance. Mais sinon, aux États-Unis ou même en Suisse, on peut être très bien payé comme chercheur. Les ingénieurs, ben, ils peuvent gagner beaucoup d'argent en changeant de boîte en boîte. On a aussi des juristes qui nous écoutent. Il y a les gens qui peuvent lancer leur business. Et il y a des gens qui sont des étudiants et qui vont peut-être faire un choix certains choix d'études qui va leur permettre d'augmenter leurs revenus. Et à côté de ça, ben, le surplus d'épargne, il vous sert à investir sur des choses qui sont un peu plus risquées, mais, mais c'est parfaitement acceptable de prendre du risque quand on est jeune. C'est fou de... Tu sais, c'est marrant parce que je pense qu'il y a un vrai... Je l'ai remarqué via deux choses. D'abord, un tweet auquel tu as répondu lorsque je sais pas qui disait, mais oui, enfin, il y a que les jeunes aisés qui investissent en bourse. Toi, tu demandais, mais qu'est-ce qu'un jeune aisé? Ce à quoi Melting Potot disait, toi et Maurice, si seulement. Mais d'un Alors, autre, je vais pas me plaindre de ma situation non plus. oui, j'essaie de faire en sorte que nous restions modestes, mon cher Robert. Mais oui, 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 non, ouais, à 2 millions par mois, on survit. Chut, le fisc nous écoute. Bref, non, mais pourquoi? Parce que j'ai remarqué cela aussi dans mon ancienne boîte. Un soir, je suis allé faire un FIV. Sais-tu ce qu'est qu'un FIV? Ah, le FIV, c'est pas un truc de balle au pied? Exactement, c'est un sport de balle au pied, donc le five en anglais. Et donc j'étais avec ces collègues avec qui je partageais pas du tout mon quotidien, mais qui m'avaient invité. Et je discutais avec l'un d'entre eux qui était data scientist, qui gagnait assez bien sa vie, mais qui n'investissait pas du tout. Mais alors là, pas du tout, du tout, du tout. Terrible erreur. Et il ne connaissait absolument rien à ce doux domaine. Enfin, il se posait vraiment pas la question. Et ensuite, lorsque j'ai passé mes entretiens d'embauche, alors, dans la boîte dans laquelle je me situe actuellement, j'ai dû faire 4 entretiens. Un entretien RH, un entretien cas pratique, un entretien avec un manager et un entretien avec le directeur. Et une fois arrivé devant le directeur, celui-ci, il me dit, bon, on pèse le pour et le contre de l'entreprise. Et il me dit, oui, voilà, moi, dans l'entreprise actuellement, j'ai quelques défauts que j'aimerais corriger. Et notamment, il y avait des défauts de culture, n'est-ce pas, chez les salariés, notamment chez la Gen Z. Je cite, il disait, chez la Gen Z, il y a un vrai décalage entre la culture qu'ils ont et celle des cinquantenaires que sont nos clients. Et il disait, effectivement, il remarquait surtout une inculture, un vrai manque de culture financière qu'il trouvait catastrophique. Et là, il a commencé à dire, oui, voilà, avec le problème de dépenses publiques qu'on voit, toute l'actualité. Et là, j'ai senti que j'avais quelqu'un avec qui je pouvais me plaindre des impôts et du gaspillage d'argent public, et c'est comme ça que j'étais embauché. Et comme quoi, voilà, dire dire du mal de la dépense publique, ça permet de créer du lien. Et d'ailleurs, j'encourage tout le monde à essayer de parler ou en tout cas de discuter d'investissement avec les gens. Leur forcez pas la main, mais chaque personne qui commence à investir, c'est un communiste en moins. C'est un gars qui va s'intéresser à l'économie parce qu'il met ses sous sur la table et parce qu'il va se poser des questions sur qu'est-ce qui va faire que ces sous vont fructifier ou pas. Et c'est très important. Mais mon cher Maurice, on a papillonné et moi je tiens quand même à répondre à ma question qui était mais comment est-ce qu'on fait pour, pour pouvoir profiter du taux sans risque? Alors il y avait bien sûr la première question des obligations, mais il y a aussi certains livrets qui permettent de rémunérer à peu près au taux sans risque. Donc vous avez par exemple le livret A. Pour le livret A, on peut blaguer, mais le fait est que c'est assez pratique hein, pour pouvoir stocker son fonds d'urgence. C'est facile de prendre et de retirer des fonds, il n'y a pas de permission à demander. Il y a aussi des courtiers qui rémunèrent vos liquidités au taux sans risque.
Je pense notamment à Interactive Broker ou même à Bucks, qui vont rémunérer vos liquidités chaque mois À au taux sans risque. 2,5%, quelque chose comme ça. C'est ça, en fait, au taux sans risque net d'impôt. Et il y a aussi certains produits financiers qui permettent de s'exposer au taux sans risque. Par exemple, si vous êtes sur Boursorama, vous pouvez acheter le Ribor, donc ça va être un fonds sans frais de gestion. Je crois même, je suis même pas sûr qu'il y ait des frais de transaction quand vous l'achetez, et qui place tous les fonds sur des obligations courtes, genre à un mois ou à 3 mois, et vous êtes rémunéré. En tout cas, lorsque vous revendez le fonds, ben vous encaissez la plus-value de ce fonds, plus tout l'intérêt qui a été accumulé sur cette période-là. Donc ça, c'est la première façon de pouvoir s'y exposer. Mais mon cher Maurice, je ne sais pas si tu veux ajouter déjà quelque chose sur le taux sans risque en tant que Moi, tel. je peux te proposer un excellent produit structuré avec airbag Ah et non, coupon ah non, garanti ah non, à 15%, sous-jacent Mercedes. ah non. Alors, si votre banquier vous dit produit structuré, déjà, vous dites non, c'est trop compliqué, et si vous ne comprenez pas, faut pas y toucher. Et si vous comprenez, vous comprendrez encore plus pourquoi il faut pas y toucher. Eh bien, mon cher Maurice, moi j'aimerais te parler des autres façons de pouvoir diminuer le risque. Parce que on parlait bien sûr de ce produit qui permet de gagner de l'argent sans risque. Il existe aussi des produits et des façons de moduler le risque, de le caper, de lui imposer des limites, ou même de l'inverser. Alors, une façon, par exemple, de limiter son risque, mettons que je sois un très grand fan de Pernod Ricard, alors je décide d'investir des millions et des millions dans Pernod Ricard, que j'achète Pernod Ricard au niveau, mettons, des 150 euros, mais je me dis, si jamais Pernod Ricard baisse et qu'il baisse jusqu'à 120, j'ai envie de pouvoir revendre mon Pernod Ricard à 150. Et comment est-ce que je fais ça? J'achète des options de vente qui me permettent, si je veux, à tout moment, de vendre à la personne qui m'a vendu ces options mes Pernod Ricard à 150, même si le cours est passé à 140, 130, 120. Et ça, c'est une façon, par exemple, de limiter la perte maximale ou de limiter la perte à la baisse. Mais il existe aussi une façon de pouvoir inverser le risque. Et sais-tu de quelle façon on peut inverser le risque, mon cher Maurice? En shortant. En shortant. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le short? C'est un pari à la baisse sur l'action. Vous allez estimer que la valeur d'un actif va baisser. Et donc c'est un contrat que vous passez en quelque sorte avec le courtier qui lui va prêter la somme ou l'action, voilà, va prêter le titre à quelqu'un d'autre qui aura fait le pari contraire et ainsi rémunérer si vous avez atteint ou non l'objectif. Mais ça va être par exemple, moi je vais te prêter Pernod Ricard à 150, et toi tu t'engages à me le rendre, mettons, dans une semaine. Et toi, tu vas le vendre à 150, t'attends une semaine, et dans une semaine tu le rachètes au prix du marché, et tu me le rends. Et, et ça c'est un short. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, euh, lorsque vous achetez des ETF, sachez que bon nombre de ces ETF vont se rémunérer en partie en prêtant les titres à des gens qui font du short. D'ailleurs, il y a certains courtiers sur lesquels vous pouvez vous rémunérer en faisant du prêt sur titre, c'est-à-dire en laissant le courtier prêter vos titres à des gens qui les shortent. Mais du coup, tu es en train de me dire que si je suis sûr que quelque chose va faire faillite, en fin de compte, si je short cette chose-là, il y a zéro risque. Ah ben non, ah ben non, ça serait trop simple parce que là, en inversant le risque, vous inversez aussi le rendement. C'est-à-dire que si ça monte, ben, ce qui était de l'anti-risque, ce qui était de l'opportunité, ça devient votre nouveau risque. Oui, mais par exemple, si j'investis sur Orpea, n'est-ce pas?
En shortant Orpea, est-ce que je prends vraiment un risque? Alors oui, tu prends un gros risque parce que en fait, une particularité empirique des actions qui est assez intéressante, c'est que une action qui monte, en général, c'est pas très volatile, tandis qu'une action qui baisse, ça peut faire des mouvements très violents à la hausse comme à la baisse. Et donc vous D'ailleurs, pouvez, ça a monté récemment. ben voilà, vous pouvez avoir raison sur le fait que RPA c'est de la merde, mais Orpea va faire un x2, un x3 avant d'être divisé par 5. Et d'ailleurs, j'ai un collègue de boulot qui m'a appelé la semaine dernière. Enfin, c'était pas la semaine dernière, c'était la semaine encore avant. Et il me dit, Robert, qu'est-ce que tu as fait? Alors moi, je suis un peu inquiet parce que c'est un mec de la compliance. Je fais, comment ça, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, il me dit, non, mais je me fous de ta gueule. Et il me dit, oui, il faut que je te parle absolument de cette action allemande que j'ai achetée. Et là, il me parle d'une action qui produit, je crois, des batteries ou des composants électroniques pour de l'automobile. Je regarde les finances du truc, je lui dis c'est n'importe quoi. Il dit oui, mais je suis à plus 60% dessus. Je fais mais c'est pas très raisonnable de conserver cette position. T'es sûr que tu veux garder ça? La boîte est en train de vendre les meubles, ils gagnent plus d'argent, ils sont très endettés. Il me dit c'est sûr, ça va gagner, c'est une boîte centenaire. Et et je l'ai revu il y a quelques jours et il m'a dit bon finalement la boîte a communiqué et l'action va tomber à zéro, ils liquident tout et ils doivent rembourser les créanciers. Et il n'avait pas shorté. Il avait pas shorté, mais il avait acheté un truc qui baissait en pensant uniquement au mouvement à la hausse, mais ça bouge dans les deux sens. Donc que tu shortes ou que tu investisses, ça peut être assez dangereux. Quand tu shorts une boîte dont l'action passe à zéro, techniquement, tu gagnes quoi à la fin? Ah ben tu gagnes 100%. Sauf si tu shortes un peu au dernier moment et que l'action voit son cours doubler et tripler, même si c'est que quelques instants, le risque c'est de se faire Ah, liquider tu par te ton fais ticket. liquider directement, oui. Après, tu Donc, peux shorter avec des leviers ou... ah ouais, non, ouais. Alors moi, je vous ai parlé du coup de ces mécanismes qui permettent d'inverser le risque, mais bien sûr, c'est assez dangereux de faire ça, et le mieux, c'est plutôt qu'essayer de parier à la baisse, essayer de parier à la hausse sur les trucs qui marchent. Et après, les options, c'est qui permettent au contraire de limiter le risque en plaçant des limites à la hausse comme à la baisse. Eh bien, c'est un autre mécanisme dont il faudra peut-être qu'on parle une autre fois parce que c'est très intéressant. Et c'est là vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de risques, mais aussi beaucoup de gains qu'on peut trouver. Beaucoup plus que sur le short. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour, non? Alors, on a fait le tour. Alors, si on devait faire juste le bilan, donc sur les marchés, il faut toujours mettre en rapport la performance qu'on espère, bien sûr face au marché, face à son indice de référence, mais il faut aussi la mettre en rapport au taux sans risque. Et le taux sans risque, pour rappel, c'est l'argent qu'on est sûr de gagner sur une période sans prendre aucun risque. Donc, Lorsque, oui, 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 sur le taux sans risque européen, on a dit qu'il était aux alentours des 2,5-3%. ouais, en ce moment il est à 3% et il risque de baisser. Donc aujourd'hui, si vous achetez une action avec pour but de la revendre dans 5 ans, eh bien, il faut mettre cet investissement au regard d'une obligation européenne, l'obligation la moins risquée, mettons, c'est l'obligation allemande. Qu'est-ce qu'elle vous rapporte sur 5 ans? Donc, elle va vous rapporter, je sais pas, 100 euros, donc votre mise de départ plus 3,5% par an. Et est-ce que lorsque vous achetez une action que vous comptez revendre dans 5 ans, est-ce que tous les dividendes qu'elle vous reverse, plus la valeur qu'elle aura au bout de 5 ans, risquent d'être supérieurs à ce que l'obligation vous aura donné? Et c'est pas toujours évident. C'est pour ça aussi que lorsque moi je regarde la valorisation d'une action, je regarde le PER, j'essaie de regarder non pas le PER, donc pas le prix divisé par les earnings, mais les earnings divisés par le prix. Et ça me donne en gros le rendement d'une action. Et j'essaie de mettre ça en comparatif d'une obligation et essayer de trouver quand même des valorisations qui soient pas
qui soit pas trop faible. Enfin, qui soit faible si on met prix divisé par earnings, mais pas earnings divisé par prix. Alors, aux États-Unis, le taux sans risque est beaucoup plus élevé. Oui, clairement. Je crois qu'il est aux alentours de 5%. Et ils avaient commencé à le baisser, mais bon, apparemment, ils n'ont pas autant de chômage que ce qu'ils pensaient. Les entreprises marchent du tonnerre, donc Bah oui, même ils ont les pas vraiment anciens de raison de baisser. présidents vendent des frites au local McDonald's. Comme quoi, il y a Il pleut des frites. le plein emploi. Il pleut des frites et du fric. Les Exactement. États-Unis, c'est la joie. Hein. Voilà, mettre en rapport ces investissements avec ces investissements risqués avec ce que rapporte une obligation. Vous pouvez profiter sur plusieurs de vos courtiers hein, sans que vous sachiez que c'est du taux sans risque, en fait, d'intérêt. Donc, en soi, vous en profitez déjà. Et cette notion aussi, elle a beaucoup d'impact sur déjà la finance, parce que quand le taux est très élevé, eh bien, les valorisations chutent, les ratios de Sharpe baissent, donc c'est plus compliqué de faire du levier. Les taux d'endettement sont beaucoup plus élevés, c'est plus difficile d'acheter une maison, c'est plus difficile de financer son activité entrepreneuriale, mais ça signifie aussi qu'il y a des impacts sur l'État. Est-ce que tu peux nous rappeler ces impacts sur l'État, mon cher Maurice? Ah oui, là, oui, ouais, alors l'impact sur l'État, c'est effectivement de faire en sorte tout de suite ramener le mur de la dette beaucoup plus proche du nez de, de Macron, et donc de tous les Français. Voilà donc la conséquence pour les États. Emprunt plus coûteux, intérêt plus élevé à rembourser, et donc de moins en moins de thunes dans les caisses. Et donc, techniquement, des impôts plus douloureux à lever, des coupes budgétaires à faire. Pour l'instant, on ne voit ni l'un ni l'autre. Donc en fait, personne n'est content hein, quand les taux sont élevés. Donc en fait, on a le choix entre l'inflation et les taux élevés. Moi je t'avoue que je préfère l'inflation. Hein. Quoique le saucisson qui double en prix, c'est jamais agréable. Oui, mais dans un cas de figure, le taux est plus élevé, tu es obligé de le rembourser, tandis que lorsque l'inflation est élevée, au pire, tu te retires en campagne et tu vis d'eau fraîche et d'amour. Et ça n'a pas de prix. C'est gratuit. Et oui, ça n'a pas de prix. D'eau fraîche, d'amour et de soleil, ici tu en as. Pas comme la France où on a que de la pluie depuis le début de Exactement. l'année. Alors, de l'eau, tu me diras, en ce moment, on en est à foison. Et de l'amour, je vous souhaite d'en trouver. Et on va vous donner un peu d'amour, on vous fait des gros bisous. Et d'ailleurs, mon cher Maurice, ça me fait penser qu'il faut rappeler qu'on a un courtier. On a un courtier qui Ah nous plaît oui, beaucoup. nous avons les annonces quotidiennes. Alors, Donc, première annonce, alors, déjà, abonnez-vous. Hop. abonnez-vous, Deuxième mettez un annonce, pouce vers le haut, le pouce si c'est sur YouTube. le sondage si c'est Spotify, Voilà, le partage obligatoire sur X. rejoignez le Telegram. Alors oui, très important, c'est le Telegram. Et sachez qu'il y a le clavardoir, et c'est dans le clavardoir que tout le fun se déroule. Donc c'est bien de rejoindre le Telegram, mais c'est mieux de rejoindre le clavardoir. Et à côté, si vous voulez commencer à investir, alors il y a tout un tas de courtiers, hein, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous voulez savoir ce qu'on pense de tel ou tel courtier, il y a même aussi plein de sites, et nous, on utilise le courtier de Giro, et on a un lien d'affiliation que vous pourrez trouver dans la description, ou vous pourrez trouver sur notre Linktree, qui vous permettra d'avoir vos frais de transaction qui seront remboursés pendant un mois. Et c'est un courtier qu'on aime bien parce que c'est un courtier qui est assez complet, qui est assez sophistiqué, qui est bien, c'est que vous avez des gros montants lorsque vous faites vos transactions. Oui, et surtout, on touche des pépettes lorsque vous utilisez notre compte, Ah, notre mais si lien. vous inscrivez et que vous faites des transactions, nous on va toucher 50 balles, donc 25 balles chacun, non déclaré, très important. Voilà, c'est une façon de soutenir le régime des actifs tout en commençant à investir, donc foncez. C'est pour vous et c'est surtout pour nous. Et sinon, je n'ai qu'une seule chose à rajouter, mon cher Robert, et tu le sais, c'est que si le passé c'est bien, L'avenir c'est mieux, surtout quand on touche des intérêts.
Oui, donc rachetons la dette de la France. Allez, gros bisous les enfants. À moi le château de Versailles une fois que j'aurai envoyé les huissiers. À moi la villa et le yacht de Bernard et Chantal. Allez, gros bisous. L'amour du risque, Jonathan et Jennifer, les justiciers milliardaires. L'amour du risque, c'est vraiment leur grande affaire. Faire la vie dure au gangster. Jonathan Hart, oh, Jennifer Hart, jouent leurs atouts et sont les rois de toute la belle société. Jonathan Hart, oh, Jennifer Hart, les risques tout de la justice et de l'amour. L'amour pour mieux